On va pouvoir démarrer, je pense. Donc, bienvenue à tous. J'allais dire installez-vous, mais vous êtes tous déjà assis, donc on va passer là-dessus. Bon, session après le lunch. On connaît tous les dangers. On a trop mangé à midi. On va digérer, on va se poser un peu bien, histoire d'être un peu relax pour le reste de la journée. Mais on va quand même essayer d'éviter ça. On va quand même essayer de mettre un peu de mouvement et essayer d'énergiser tout ça. Vous avez choisi un topic super sexy, les OKR. Forcément, donc ça va aider. J'ai pas grand-chose à faire de plus. Mais peut-être pour senser un peu, et pour prendre un peu la température de la salle, je voudrais juste avoir un peu de... Pour me repérer un peu, je vous demande de faire un peu de bruit. Un peu de bruit. Si vous êtes d'accord en partie avec ce que je vais dire, beaucoup de bruit si vous êtes totalement d'accord, et pas de bruit du tout si vous n'êtes pas du tout d'accord. Le bruit, vous le faites en tapant dans les mains, en criant, peu importe, vous êtes libre. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Parfait. Première chose, est-ce que vous passez un bon moment à la journée agile? Magnifique. Est-ce qu'il y a des sessions après celle-ci qui vous intéressent encore? Est-ce que quelque part vous êtes un peu frustré d'être à l'intérieur quand on voit le beau temps dehors? Est-ce que vous avez déjà la pratique d'utiliser des OKR dans les sociétés avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Oui. Ok. Alors, c'est intéressant, parce qu'effectivement, il y a des gens qui étaient très « ouais !» et des gens qui étaient assez silencieux. Donc, je pense qu'on a un niveau d'expérience avec ce sujet très sexy que sont les OKR dans cette salle. Donc, voilà, comme cette session s'appelle OKR simple et basique, ça me paraît bien naturel de commencer par la base de la base. Ça veut dire quoi? OKR. Voilà. Alors, ok quoi, effectivement, bon, vous allez m'entendre dire parfois OKR, parfois OKR, parce que parfois je travaille en anglais, parfois en français. C'est pas pour faire le Jean-Claude Van Damme, vous pourrez essayer d'angliser tout le bazar, c'est voilà. Ce qu'il faut juste éviter de faire, c'est dire OKR, puisque ça n'a aucun sens. Mais l'un comme l'autre, ça marche, on ne va pas se juger pour ça. Donc finalement, pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience ou qui ont besoin d'un petit refresh, les OKR, c'est quoi? C'est un acronyme, on est en 2026, il y a des acronymes pour tout. Et celui-ci, c'est simplement pour Objectives and Key Results. On va essayer au maximum de ne pas traduire les termes Key Results, sinon on se retrouve avec objectif et résultat clé, ça fait orc, c'est moche. Bref, voilà, on va rester sur OKR pour la signification littérale. Et en gros, c'est simplement quoi? C'est une méthode de définition d'objectifs. On l'a vu dans le pitch ici avant, les objectifs, on les a autour de nous. Des trucs super complexes avec des buzzwords, des synergies, des machins, des initiatives transverses et tout ça qui sont chiants pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de repartir sur la base des OKR pour avoir quelque chose qui peut se montrer très simple et finalement avoir beaucoup d'impact dans les boîtes avec lesquelles on travaille. Maintenant, histoire de voir un peu d'où ça vient, parce que c'est vrai que c'est un peu... Allez, on va pas se mentir, il y a un peu un petit buzz pour l'instant autour des OKR depuis quelques années. On en parle beaucoup, c'est un peu vu comme le nouveau truc à la mode pour vraiment savoir où on va, pour vraiment mener une direction claire. Mais au final, c'est pas aussi récent que ça. Ça a commencé dans les années 70 par un certain Andy Grove qui a inventé ça chez Intel. J'ai mis inventant pas entre guillemets parce que finalement c'est juste à la base, la version de base, c'est juste du management by objective un peu revisité et amélioré. Mais ça a surtout décollé en 1999 quand c'est un certain John Doerr. Il faut savoir que John Doerr c'était un élève de Andy Grove, donc il a un peu piqué l'idée pour la mettre un peu plus... il était meilleur en marketing à mon avis. Donc du coup voilà, il a lancé ça chez Google et c'est vraiment ça qu'ils ont utilisé dans les premières années de Google, en 1999, début d'Internet. Donc c'est vraiment ça qui leur a permis de se développer et d'arriver avec des trucs très concrets et de vraiment savoir où ils allaient. Dans cette expérience-là, on a vraiment commencé à beaucoup en entendre parler en 2017 quand le même John Doerr a publié le bouquin Measure What Matters, qui a été traduit en français d'une façon que j'ignore, mais en tout cas qui a été traduit en français, et qui justement reprend le framework et qui a permis à pas mal de boîtes de l'implémenter chez eux. Tous ces événements pour mener au moment clé, au point d'orgue de la carrière de chacun d'entre nous en termes des OKR, c'est-à-dire partager ce moment ensemble dans la journée agile et discuter un peu OKR et voir un peu comment on peut les mettre en pratique et aussi améliorer ce qui est déjà existant dans les différentes boîtes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Magnifique. On va encore rester sur un tout petit peu de théorie, mais j'ai bien dit dans le pitch que ça va être un tout petit peu de théorie, mais on en a quand même un peu besoin parce que finalement, les OKR, c'est quoi? On pourrait dire, quand on voit que c'est en 3 lettres, qu'il y a trois piliers différents, 3 trucs différents, mais en fait, non. C'est simplement les objectifs
qui est en fait ce qu'on vise, donc c'est la direction vers laquelle on veut aller. On ne va pas encore dire ce qu'on veut faire, on ne va pas encore dire comment on veut le mesurer, on va simplement dire donner la direction de ce qu'on veut faire. Ensuite, c'est les Key Results, magnifique. Et par résultat clé, donc Key Results, qui en fait va permettre de savoir où on se situe par rapport aux objectifs. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir se dire, ok, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'effectivement on voit que ce qu'on fait évoluer les choses dans la bonne direction. Mais j'avais dit, en fait, j'avais menti que ce n'était pas en trois trucs, parce que c'est bien en trois différents éléments. C'est juste que le troisième, c'est un peu la continuité logique, c'est que finalement, s'arrêter là, c'est un peu comme dire, bah, voilà, j'ai un peu trop mangé en été, j'ai pris 30 kilos, j'ai envie de perdre 30 kilos. Mais au final, si je mets rien en pratique, bah, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. C'est pour ça qu'on va de plus en plus les indissocier des initiatives qui sont en fait les actions qu'on va mettre en place pour justement atteindre ces objectifs. Donc l'idée, c'est qu'on va définir des objectifs, ce qu'on veut atteindre, on va définir des façons de mesurer le progrès par rapport à ces objectifs, et enfin, évidemment, on va quand même définir ce qu'on fait pour y arriver. Ça, c'est vraiment la théorie la plus basique des OKR, mais en fait, on n'a pas besoin de plus que ça pour l'instant. Maintenant, il faut savoir, quand on bosse dans différentes boîtes, on va commencer à se retrouver avec des initiatives qui sont indiquées en forme d'objectifs. C'est pour ça que j'avais pris comme exemple délivrer la roadmap. Bah ouais, c'est une liste d'initiatives, mais ça ne donne rien de plus que ça. Mais malgré tout, c'est ce qu'on voit dans plein de boîtes différentes. Donc, pour vraiment bien commencer à sentir la différence entre chacun et vraiment pouvoir bosser avec ça et challenger ce qui se passe chez les clients, chez les différentes sociétés avec qui on bosse, il y a un muscle qu'on va devoir très rapidement développer, c'est ce muscle de justement pouvoir déterminer rapidement, ça c'est pas un objectif, ça c'est un objectif, ça c'est plutôt une initiative, et vraiment réussir à déterminer rapidement dans quel, trouver la façon de challenger ce qu'il y a en face de nous. Et pour ça, il y a un petit jeu. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous allez voir, vous avez sûrement vu déjà qu'il y a 3 lignes bizarres par terre. Et vous allez voir que ces lignes correspondent finalement à objectif, key result ou initiative. Je vais vous montrer des choses sur des grandes feuilles de papier et vous allez vous positionner. Donc ceux qui sont sur le côté, vous pouvez vraiment vous rapprocher. C'est vraiment l'idée d'utiliser ce petit couloir central. Ouais, je sais que ça va être le bordel, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. Il y a aussi le fond de la salle, on peut aussi se faire tout coller serré. Voilà. On va faire ça bien. Alors, je vais vous montrer des statements et effectivement, placez-vous sur la ligne qui pour vous correspond à si c'est un objectif, un key result ou une initiative. On va commencer par faire de notre design system le premier choix de nos développeurs. Je vois qu'on se dirige vers effectivement un objectif, ce qui est correct. Parce que j'entends que ça discute et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura toujours des discussions sur ce qui est un objectif, ce qui n'est pas un objectif. Ça, c'en est un parce qu'on n'a pas défini de façon d'y arriver. C'est un but, c'est ce qu'on veut atteindre. Suivant, faire de la journée agile l'événement le plus attendu sur la scène agile francophone. Je vois que ceux qui étaient sur le bleu y restent, d'autres les rejoignent. Donc effectivement, c'est également un objectif qu'on va placer ici. Alors, organiser des sessions mensuelles, posez vos questions entre le leadership et les équipes. Hop, je vois que ça bouge. Alors, on est effectivement sur de l'initiative parce que là, on est vraiment sur une action concrète, sur un truc précis qu'on veut mettre en place. Alors, attention, celui-là, il est long. Augmenter le pourcentage d'employés qui déclarent avoir eu une conversation sur le développement avec leur manager dans les 3 derniers mois de 25% à 65%. Et c'est précis, hein, faut pas croire. Alors, je vois que ça bouge de nouveau. Effectivement, on a une majorité d'orange. Et c'est bien vu, c'est bien un key result. Hop, que je vais placer ici. Alors, former tous les managers à mener des entretiens de développement avec un nouveau template. On est effectivement sur une initiative. Alors, celui-là il est court. Devenir l'entreprise où nos employés rêvent de rester.
C'est beau ça, hein? Et effectivement, celui-là, on est définitivement sur un objectif. Alors, augmenter le nombre d'employés qui déclarent se voir toujours ici dans 2 ans dans l'enquête interne de 35% à 65%. Impec. On est effectivement sur un key result. Vous avez peut-être commencé à remarquer aussi qu'il y a certains chiffres qui sont indiqués en orange. Bon, c'est un petit... c'est très subtil. Je suis quelqu'un de subtil. Donc, on va effectivement le placer ici en key result. Et peut-être, on va peut-être pas les faire toutes parce que sinon on va y passer la session. Mais une dernière, réduire le turnover volontaire dans l'équipe produit de 20% à 12% sur les 12 prochains mois. Et je vois que ça ne bouge pas, on est toujours sur les key results. Et effectivement, c'est le dernier qu'on peut mentionner pour ceci. Je peux vous applaudir. C'était effectivement une petite mise en jambe en termes de reconnaissance, d'objectifs, de key results, etc. Et ça, vous allez voir, c'est un truc dont vous allez avoir besoin très souvent dans vos différentes missions et dans l'application des OKR dans les différentes sociétés. Maintenant, on est d'accord que ça, voilà, c'était un consensus, on était tous plus ou moins alignés sur ce qui était quoi. On est d'accord que ceci, c'est 3 objectifs. OK? Maintenant, la question qui reste, est-ce que c'est des bons objectifs? Parce que bon, si c'est des objectifs mais qui sont un peu nuls comme ceux qu'on a vus tantôt, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va juste faire un petit focus sur les objectifs. En fait, il y en a un que je voudrais juste prendre pour exemple. D'ailleurs, j'avais entendu une grande voix dire devenir l'entreprise où nos employés rêvent de rester. Ça, c'est beau, c'est vrai. D'ailleurs, c'est celui-là qu'on va prendre pour exemple ici. Désolé pour la petite voix, hein, c'est pas péjoratif. Parce qu'effectivement, celui-là peut servir d'exemple. Pourquoi? Parce qu'il est directionnel. C'est-à-dire que celui-là, il montre clairement vers quoi on veut aller. On est clairement sur un principe d'application des employés à la société, dans le fait de mettre des choses en place, ou en tout cas de vouloir mettre des choses en place pour que les gens ont envie de rester longtemps. Donc en gros, ça, c'est la question à vous poser. Quand vous avez un objectif en face de vous, est-ce qu'il indique vers où on veut aller? C'est la question à poser pour permettre de savoir si cet objectif est bon ou pas. Deuxième chose, est-ce que cet objectif est orienté résultat? Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on nous présente comme des objectifs. Délivrer la nouvelle version d'un certain produit, ce n'est pas un objectif, c'est une initiative. Mais malgré tout, on va souvent retrouver les uns mélangés aux autres. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Et là, la question à laquelle se poser, c'est quel impact voulons-nous avoir? Pas qu'est-ce qu'on veut faire, c'est voir vers où est-ce qu'on veut aller, vers où est-ce qu'on veut arriver. Ça, c'est ce qui va permettre de vraiment différencier l'initiative d'un objectif et de faire en sorte que cet objectif puisse être utilisé sur le long terme. Le troisième, bon, je vous venez de l'exemple que j'avais pris dans le pitch, qui était plein de buzzwords avec des synergies et des cross-transversales, machin, etc. Objectivement, on en a tous vu dans les boîtes avec lesquelles on travaille. On n'en veut pas, ça fait chier tout le monde. C'est pas des trucs, voilà, c'est pas un truc qui démarre une conversation. L'objectif doit être aspirant et clair. Je les ai mis ensemble, pourquoi? Parce que finalement, ça peut être répondu par une seule question. Est-ce que vous voulez pitcher avec la voix de Mel Gibson dans Braveheart? Est-ce que votre maman serait motivée par l'accomplir? Ça, c'est l'idée. L'alternative, c'est est-ce que vous voudriez l'imprimer sur un mug à votre boulot? C'est le genre de truc, voilà. Est-ce qu'on veut vraiment y arriver? Est-ce que c'est le genre de chose qui va nous faire dire, allez, c'est bon, on se lance et on y va? Ça, c'est vraiment les 3 points principaux à vérifier pour savoir si l'objectif, justement, va être quelque chose que les gens vont avoir envie d'accomplir. OK, jusque-là? Du coup, on va jouer. Vous allez voir autour de cette salle, il y a 5 objectifs qui sont indiqués ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous lever, de vous rapprocher, faire des petits groupes, mais les groupes peuvent être flexibles, fluides, etc. On ne va pas rester toujours avec les mêmes personnes. Mais c'est juste de rejoindre un petit îlot ici, près d'un objectif, et en discuter ensemble. Vraiment se dire, est-ce que l'objectif est directionnel? Est-ce que l'objectif est orienté résultat? Est-ce que l'objectif est aspirant et clair? Discutez-en, il y a des petites gommettes sur la table avec des petits visages fâchés, pas contents ou neutres. Et je vous laisse seulement les prendre et les coller à côté de chaque checkbox.
c'est pas grave, j'en avais fait 5 exprès. Vous êtes frustré? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ça? On va pouvoir repasser dessus après, parce qu'après il y a un exercice en plus, donc là il y aura peut-être un truc à jouer. On va y venir. Alors, est-ce qu'il y a une remarque spécifique par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici? Un truc qui vous trotte en tête ou quelque chose sur lequel vous voulez réagir? Cool, parfait, bah merci. Cet objectif était très mauvais. Ouais, je pense que les emojis sont assez clairs, effectivement. Il fait plaisir, hein? Il fait plaisir. Et malgré tout, encore une fois, c'est le genre de truc qu'on voit quand même autour de nous et qu'on peut retrouver effectivement sur des tools, sur des slides, etc. C'est pas fun, ça fait chez tout le monde, mais ça existe quand même. Et justement, l'idée de cet atelier, c'est justement de pouvoir voir ce qu'on fait, qu'on va voir dans quelques minutes, pour commencer à challenger ce genre de choses-là et pour pouvoir revenir sur quelque chose d'un peu plus motivant. Alors, on a fait un petit focus sur l'objectif qui était forcément le premier pilier du framework OKR. Finalement, si on part maintenant sur la deuxième partie qui sont les Key Results, il y a un exemple que j'avais pris pour les objectifs qui était celui-là. Devenir l'entreprise où nos employés rêvent de rester. Ça, c'est aspirant, d'accord? Parfait. Et en fait, il y a 3 Key Results qui pourraient assez bien, bon, c'est pas un hasard, on va pas se mentir, qui pourraient assez bien s'y prêter. C'est, par exemple, celui-ci. Augmenter le nombre d'employés qui déclarent recevoir toujours, dans 2 ans, dans l'enquête interne, de 35 à 65%. Si on lui rajoute réduire le turnover volontaire dans l'équipe produit de 20 à 12% sur les 12 prochains mois, et le troisième qui était augmenter le pourcentage d'employés qui déclarent avoir eu une conversation sur leur développement avec leur manager dans les 3 derniers mois de 25 à 65%, on a finalement 3 key results qui peuvent contribuer directement à cet objectif. Maintenant, key result, forcément, comme on l'a vu au début, c'est ce qui permet de mesurer là où on en est par rapport à l'objectif. Mais encore une fois, qu'est-ce qui va constituer, qu'est-ce qui va différencier un bon key result d'un mauvais key result? Finalement, il y a 3 choses. Premièrement, c'est un peu la définition, c'est un peu le truc de base, c'est qu'il faut qu'il soit mesurable. Est-ce qu'il contient un nombre qu'on peut suivre dans le temps? Deuxième élément, il faut qu'il soit ambitieux. L'idée de Key Result, ce n'est pas une checklist, ce n'est pas un truc où on va vous dire à la fin de l'année, non, les Key Results ne sont pas atteints, donc vous n'avez pas votre bonus ou quoi que ce soit, ou la performance n'a pas été bonne. Ce qu'il y a avec les OKR, c'est pas comme... Allez, peut-être une petite parenthèse. Quand on parle de métriques, on parle souvent de KPI, qui sont les Key Performance Indicators, sur lesquels on va poser finalement une baseline de 70%, je ne vais pas prendre un exemple comme ça, mais où on va se dire que finalement, si on arrive à 72, c'est bien, si on arrive à 68, c'est pas bien. Voilà, c'est assez binaire, c'est un indicateur. Les OKR, ce n'est pas le même genre de framework. Un OKR, c'est une vision évolutive. Ça veut dire qu'on est dans un état aujourd'hui qui est voilà, à un certain niveau, à un certain pourcentage, 35, 20%, 25%, et on veut arriver plus loin. Ça veut dire que dans cette idée-là, finalement, mettre un objectif ambitieux, mettre un key result ambitieux, ça veut dire que finalement, si on augmente le nombre d'employés qui se déclarent toujours être ici dans 2 ans, si on monte de 35 à 55%, c'est quand même pas si mal. On a quand même fait un plus de 20%, on a quand même évolué, on était sur un truc finalement qui était la situation actuelle, mais si on arrivait déjà à augmenter ça à 55%, on a fait du fameux bon boulot. C'est pour ça qu'un key result, il doit être ambitieux. Est-ce qu'atteindre 70%, ce serait déjà un vrai progrès? C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est la notion de progrès, c'est qu'on veut aller plus loin que là où on est pour l'instant. Et troisièmement, est-ce qu'il est pertinent? Parce que finalement, tu peux avoir un objectif qui est là, un key result qui est à côté. L'idée, c'est que si on peut faire en sorte que les key results soient atteints, on doit pouvoir conclure que l'objectif, par défaut, est atteint aussi. C'est un lien direct. Il faut que les objectifs, il faut pouvoir se poser la question, une fois qu'on a défini finalement les key results, et bon, je ne dirais pas que j'ai fait l'exercice ici, mais on pourra le faire aussi. Est-ce que ces 3 key results, s'ils sont atteints, est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'on peut déclarer qu'on est devenu l'entreprise où nos employés rêvent de rester? Ça, c'est le truc, une fois que les key results sont définis, un petit checkpoint, ok, est-ce que si on arrive effectivement à remplir tous ces key results, est-ce qu'on peut se dire que l'objectif est atteint? Il y a 2 petits trucs sur lesquels je voulais insister sur les key results. Premièrement,
C'est ça. C'est le côté mesurable. Et le truc, c'est que on s'est tous fait embobiner. On s'est tous fait embobiner un jour où on a dit, OK, on va mesurer ça. Très bien, on l'a dit, on le met dans la plateforme Key Results. 2 mois après, bon, où est-ce qu'on en est? Ah ouais, mais je sais pas, parce qu'il faut maintenant connecter les chiffres, machin. Et du coup, en fait, on se retrouve avec des Key Results qu'on ne sait pas du tout mesurer. Et là, il y a un truc infaillible pour ne pas vous faire avoir dans ce petit jeu-là, c'est que le Key Result, il ne mentionne pas uniquement là où on veut être, il mentionne également là où on est déjà. On ne veut pas atteindre 65%, on veut passer de 35 à 65. Ça veut dire que si on sait déjà mesurer aujourd'hui à combien on en est, on peut partir du principe qu'on pourra aussi mesurer demain là où on veut, là où on sera demain, simplement. Ça vous semble clair ce que je dis? Oui. Parce que maintenant, je vois une question ici et je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais alors des choses difficiles à mesurer, l'humain, Mhm. la confiance, si on n'a pas d'indice pour mesurer la confiance. Et si on ne veut pas être seulement sur du déclaratif, si on veut être sur une mesure la plus concrète, objective. Oui. On est effectivement, allez, si on parle de... Il y a des key results qui sont très simples. Si on parle d'un uptime pour une application qui doit rester toujours au-dessus d'un certain niveau, etc., c'est facile à mesurer. Et si on a quelque chose, comme tu dis, dans l'humain, c'est hyper concret. Et c'est très difficile à mesurer parce que c'est beaucoup plus, c'est moins binaire, c'est beaucoup plus nuancé. C'est le mot que je cherchais, je te remercie. Je vais dire, peu importe ce que tu cherches à mesurer, là je reviens peut-être, je ne t'ai pas m'échapper de la question, mais peu importe ce que tu cherches à mesurer, trouve un moyen, peu importe quoi, trouve un moyen, que ce soit effectivement une enquête de satisfaction, bon, qui est naturellement biaisée aussi, que ce soit finalement, ça peut être plein d'idées pour mesurer ça. Ça peut être des choses, ok, est-ce que les gens, tu organises un meeting qui est finalement libre aux gens de participer ou ça, quel est le pourcentage de gens qui vont participer sans y être obligés? Ce genre de choses-là peuvent aussi servir à mesurer l'engagement des gens dans une société. C'est finalement pas les choses qui vont les forcer à faire quelque chose, mais c'est une façon de mesurer les initiatives proactives et spontanées des différents employés. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui permettent de mesurer. Il faut prendre plusieurs mesures parce que finalement, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de fausse corrélation ou quoi que ce soit. Mais en combinant plusieurs mesures, finalement plusieurs observations de comportement, on peut arriver à une espèce d'indice qui peut être comparé. Mais alors, c'est très important de pouvoir faire le check avant et après. C'est ça que je me dis en t'écoutant, je me dis, je suis avec les clients et j'anime la séance, je laisse personne sortir si déjà ils ne savent pas dire où on en est. Parce que le check du mesurable, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est si on ne peut déjà pas dire sur cet indicateur-là où on en est aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a déjà pas l'outil pour le mesurer aujourd'hui. Donc il faut d'abord qu'on sache quel outil pour faire l'aujourd'hui avant de dire que c'est OK et éventuellement en avoir plusieurs indicateurs pour ce qui les a. Tout à fait. Et idéalement, des indicateurs qui se croisent. Dire prendre effectivement des choses qui permettent de mesurer l'évolution vers ton objectif selon différentes perspectives qui permettent justement de mesurer, voilà, si on veut devenir l'entreprise où nos employés rêvent de rester, l'idée c'est déjà de mesurer combien reste vraiment, parce que forcément tu peux dire que les gens rêvent de rester, mais s'ils partent, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, c'est que tu n'es pas vraiment sur l'objectif. Et aussi essayer de voir, est-ce que c'est des choses qu'on peut mesurer dans leur comportement? Est-ce qu'on peut mesurer le fait qu'ils se montrent motivés au quotidien de manière intrinsèque? C'est ce genre de choses-là. Donc, en combinant différentes métriques, ça permet justement d'y arriver un peu plus clairement. Mais on est d'accord que ce genre de mesures-là sont compliquées. Mais pour revenir là-dessus, si on arrive à faire la mesure aujourd'hui de cette partie du Key Result, on saura aussi la faire demain. Et si on ne peut pas, c'est qu'il faut le faire avant de le déclarer. Donc ça, c'est un truc à tacler dès la définition. Autre chose à éclaircir avant de... Peut-être pour m'aider sur tout ce qui est qualitatif et pas quantitatif d'expérience. Du coup, au lieu de travailler sur l'output même, de dire qu'on met un chiffre, de travailler sur l'outcome, d'aller plus loin, d'aller chercher c'est quoi l'impact et plutôt d'essayer de mesurer l'impact au lieu de l'output qu'on cherche à avoir. Par exemple, le turnover, on ne va pas mettre le pourcentage de turnover, mais plutôt l'impact. Est-ce que les gens ont l'ambition de rester? Est-ce que les gens ont l'ambition de se former? Parce que s'ils ont cette ambition-là, c'est qu'ils veulent aussi rester. Donc d'aller un peu plus loin et de mesurer plutôt ce qui est de l'outcome au lieu du plus long. Ouais, ok. Ça peut aider pour le qualitatif. Ok, merci pour le
pour l'input supplémentaire. Mais effectivement, c'est ce genre de choses, c'est ces conversations qui sont intéressantes. Parce que c'est vrai que même en préparant ce genre de session, en arrivant avec la théorie pure, après, ça crée ce genre de conversations qui permettent d'aller plus loin dans la définition de ces key results et de ces objectifs. Et l'idée, justement, c'est de s'armer à ces conversations pour pouvoir justement essayer d'arriver avec des petites nuances et des petites subtilités qui permettent d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Maintenant, pour la deuxième remarque que je voulais faire par rapport au key result, la petite subtilité aussi, c'est ce qui va finalement être posé dans la question mesurable. Est-ce qu'il contient un nombre qu'on peut suivre dans le temps? C'est-à-dire qu'il y a par exemple, si on prend l'exemple d'un service clientèle, quelle est la mesure qu'on utilise en général pour la qualité d'un service clientèle, par exemple? Ouais, taux de satisfaction. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir les deux réponses parce que l'un va influer l'autre. Merci pour ça, parce que ça semble très préparé. Parce qu'en fait, dans les key results, il faut pouvoir faire la distinction entre deux choses. C'est un tout petit peu plus technique, mais ça va être très intéressant à savoir sur le long terme. C'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les lagging indicators, indicateurs retardés, et les leading indicators, indicateurs avancés. Là, il faut juste me suivre une petite seconde. C'est que les indicateurs retardés, c'est les deux exemples qu'on a entendus, c'est l'indice de satisfaction. C'est-à-dire que si on veut améliorer la satisfaction du client, ben finalement, quand on a la mesure, à la limite, c'est déjà trop tard. Voilà. Si on sait seulement si le client est satisfait quand il donne son score, son NPS, finalement, on ne peut plus rien faire pour ce client-là. Il est parti, peut-être qu'il va revenir, mais peut-être aussi que si le NPS est très mauvais, ben on l'a perdu et on n'aura plus jamais l'opportunité de travailler là-dessus. Donc ça, on va plutôt mettre ça dans la catégorie des indicateurs retardés. Par contre, ce que tu disais, Sébastien, avec le response time ou le reaction time, c'est effectivement, ça c'est plutôt un indicateur avancé. C'est-à-dire qu'on va partir du principe, si on arrive à donner un temps de réponse rapide pour le client, on sait que ça va avoir un impact sur sa satisfaction. Et ici, je ne les comparerai pas au niveau qualitatif. Je ne dirais pas qu'il ne faut que des leading indicators. Mais par contre, si on n'a que des lagging indicators, on sait à l'avance qu'on va avoir un truc qu'on ne pourra mesurer qu'après. C'est-à-dire que le principe des OKR, c'est d'accompagner des évolutions de produits dans l'agilité. Et que si effectivement on n'utilise que des indicateurs retardés, on va manquer justement ce retour d'expérience et cette feedback loop qui va permettre de pivoter ou effectivement de mener le produit dans une certaine direction. Maintenant, on a vu rapidement la théorie objectif. On a vu rapidement la théorie key results. Devinez quoi? Pas encore. On va jouer. Exactement. Alors ici, on va essayer de rassembler un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est-à-dire les objectifs, les bons, les pas bons, ce qu'on a vu sur le tableau. Et c'est ça que je disais, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir tous les objectifs sur les murs ici, peut-être dirigez-vous d'un côté de la salle que vous n'avez pas encore vu, parce que l'exercice va se passer sur la deuxième feuille qui est juste à côté de celle que vous avez déjà vue. Et l'idée, ça va simplement, entre guillemets, de créer votre propre objectif et key results pour l'année prochaine. Mise en situation. Vous faites partie de l'équipe conférences et événements de l'Ecolis Business Village. C'est ici pour info, l'Ecolis Business Village. C'est là où on est. Et là, je vais vous demander, pendant quelques minutes, peut-être 10 minutes, de rédiger un objectif pour 2026, ou plutôt 2027, parce qu'on est déjà en mi-2026, et de 2 à 4 key results, en suivant toutes les petites consignes et les différents éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors, je vous invite à vous lever, à vous diriger d'un côté de votre choix, de préférence où vous n'avez pas encore été, comme ça vous pourrez pouvoir comparer l'objectif qui est là avec celui que vous avez créé. Il y a des Sharpies sur les tables, il y a tout ce qu'il faut. Et on va faire ça pendant, on va dire, de 7 à 8 minutes. Ok, je vais demander à tout le monde de revenir à sa place pour la fin de la session. On va passer à la conclusion.
Ok, je vous invite à vous rasseoir. Alors, c'est l'idée. Ok. Bon, on a vu la théorie, on a pratiqué, on a challengé des objectifs, on a créé nos key results, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt à démarrer maintenant? Oui. Ok, presque. C'était moyennement convaincu. On a essayé. Mais l'idée, finalement, c'est que maintenant qu'on a cette théorie qui est précise, c'est maintenant que ça devient fun. Et là, je vais juste vous partager, un peu en mode rafale, certains tips and tricks qui vont pouvoir vous servir justement quand vous avez déjà des OKR qui sont implémentés là où vous bossez, quand vous définissez vos OKR, les 5 trucs vraiment auxquels faire attention pour justement éviter de se retrouver dans des situations ou des objectifs qui sont vraiment pas inspirants ou quoi que ce soit, ou avoir une espèce de chaos organisé dans la société où finalement plus personne ne sait vraiment de quoi on parle. Parce qu'il y a quelques anti-patterns, donc mauvaises pratiques, j'ai envie de traduire, qui vont vous mener la vie dure. Premièrement, on a entendu ça, OKR trimestriel ou OKR annuel. On ne sait pas, on peut faire les deux. OKR indépendant, c'est-à-dire que chaque équipe définit ses OKR, ou est-ce qu'on doit partir d'un OKR qui vient de département? On ne sait pas, tout est possible. Objectif top-down, fixé par la hiérarchie, ou est-ce que chaque équipe est apte et autonome pour définir son propre objectif? Bon, évidemment, j'ai bien une idée là-dessus, mais finalement, ça, le plus important, ce n'est pas tellement la réponse que vous allez donner à ceci, mais c'est la façon dont vous allez gérer ça dans la société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura des alignements, où on aura des équipes qui vont, elles, bosser d'une certaine façon, qui vont communiquer avec d'autres, qui ont des objectifs trimestriels, avec des objectifs qui sont indépendants d'autres cascades, c'est là qu'on crée le chaos. Là, on va arriver sur quelque chose peut-être qui va être un peu moins agile dans la théorie, c'est-à-dire que pour être sûr qu'on n'arrive pas sur quelque chose d'ultra chaotique, définissez une gouvernance OKR. Définissez si les équipes vont travailler en annuel, en trimestriel. Définissez si l'objectif peut venir du top-down ou peut en être inspiré, s'il doit venir d'une vision ou si l'équipe est 100% autonome. Ça, c'est primordial pour avoir un framework OKR qui fonctionne et une machine qui roule pour éviter d'avoir finalement chaque équipe qui fasse sa façon et que plus personne n'arrive à savoir de quoi on parle. Parce que finalement, arriver à parler d'OKR alors que ça peut vouloir dire plein de choses différentes, c'est ça qui peut mener justement à des situations assez compliquées. Juste comme exemple, une gouvernance OKR, ça peut ressembler à ça, c'est celle qu'on a faite chez nous pour l'instant chez Elia, avec un objectif annuel, avec optionnellement un objectif trimestriel qui est lié, qui sont tous les deux dérivés en Key Results, et les initiatives sont effectivement liées aux Key Results annuels ou trimestriels. Mais au moins, on reste dans un canevas qui est certes flexible, mais qui est au moins défini, pour éviter justement que chacun fasse un peu à sa sauce et que ce soit beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Là, au moins, arriver avec une guidance claire permet de rester un peu sur les rails. Deuxième chose, ça par contre, celle-là, elle est connue. On redécouvre les OKR tous les 3 mois. On fait un super atelier OKR à la fin de l'année, au mois de novembre. On le confirme au mois de décembre. Du coup, on démarre janvier, c'est nos objectifs. Et au bout de 2-3 mois, on ne sait plus ce qu'on avait fait. On reprend un slide. 2-3 mois avant, on les redécouvre. Du coup, on n'a pas du tout bossé dans cette direction-là. Dès que les OKR sont définis, définissez derrière les check-in. Quand est-ce qu'on va en parler? Quand est-ce qu'on va pouvoir mesurer ça? Retour justement à l'idée d'avoir des key results qui sont vraiment mesurables à tout moment, pas qui sont super compliqués à aller chercher. Vraiment avoir quelque chose qui permet de se dire, OK, toutes les 2 semaines, on fait le point sur les OKR, on met à jour le tool, on pivote par rapport aux priorités. Par rapport à ça. Ça, si ce n'est pas défini au départ, effectivement, il va se passer 6 mois avant qu'on se dise « Merde, ils étaient quand même bien ces objectifs, on va peut-être en faire quelque chose ». Ça, c'est à définir dès le départ. C'est quoi la récurrence que tu conseillerais? 2 semaines. Troisième anti-pattern, ça on l'a dit plus tôt, est-ce qu'on peut vraiment mesurer les key results? J'insiste dessus, je crois que ça fait la 3e ou 4e fois qu'on le répète ici parce que c'est le truc qu'on a vu le plus dans les boîtes, c'est définir des key results qui ne sont pas mesurables. Si tu ne peux pas les mesurer clairement maintenant, il ne faut pas en faire un key result parce que tu ne pourras pas les mesurer demain non plus. C'est l'idée. 4. J'aurais pu traduire ce slide, mais en gros,
Si dans ton tool OKR, on commence à mettre tout et n'importe quoi, des initiatives, un objectif, et que toute la boîte finalement va avoir accès à ça, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ça pour exemple pour le reste. Donc il ne faut pas hésiter à jouer un peu la OKR Police. Ce n'est pas un rôle très chouette à jouer, ce n'est pas non plus ce qu'on a envie de faire tout le temps. Mais par contre, si on définit un framework OKR, il faut que quelqu'un derrière puisse en être le gardien aussi et se dire, hop, 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 un petit coco, ça c'est pas un objectif, c'est une initiative. On se met avec eux pour les reformuler, pour être sûr que dans les OKR qui sont dans la société, que les gens qui vont regarder pour s'en inspirer, ils soient face à des vrais objectifs et pas finalement des trucs au bout de 2 semaines qui ne ressemblent plus à rien. Parce que c'est ça, c'est pas votre explication qu'ils vont prendre pour exemple, c'est ce qui existe déjà dans le système. Ça, il faut garder en tête. Donc effectivement, il faut trouver un moyen de filtrer, de faire un peu, bon, ça, encore une fois, ce n'est pas hyper sexy, mais un peu de gatekeeping sur ce qui peut rentrer dans le tool, si ça matche vraiment avec le format OKR qu'on veut mettre en place. Cinquièmement, on a vu tout à l'heure, on a tourné autour des objectifs, il y avait des conversations qui étaient très longues avant d'arriver à mettre un mot sur une feuille, c'est bien, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Mais il y a un moment, il faut pouvoir lâcher prise sur la perfection. Et ce n'est pas en changeant 2 mots que ça va changer fondamentalement la nature de l'OKR. Ça, c'est encore une fois le truc, c'est comme définir un mission statement ou une vision statement avec une équipe. Tu peux y passer 8 heures, ce ne sera pas encore assez parce qu'il y aura toujours une tournure de phrases différente ou quoi que ce soit. À partir du moment où ça remplit ses conditions, c'est clair, c'est précis, c'est ambitieux, ça donne envie d'y arriver, good enough et on passe à la suite. Il ne faut pas en faire un framework qui est super lourd pour tout le monde parce que sinon il n'y a personne qui va accrocher. Donc, c'était mon point ici. Oublie le consensus, n'essaye pas de contenter tout le monde, mais il faut arriver à vivre avec un objectif sur lequel tout le monde se voit et est d'accord. Question pour clôturer, parce qu'on arrive, je pense, tout doucement à la fin de la session. Est-ce qu'il y a un anti-pattern que vous avez vu, qu'on n'a pas abordé et qui mériterait une petite question ou un petit tips and tricks supplémentaire? La quantité. La quantité de? Question de focus. Véronique, tu avais levé la main, je pense. Ouais, un truc qu'on voit souvent, c'est pas toute l'entreprise qui est dans la session brainstorming ou à écrire. Et donc, plus tard, les gens qui n'adhèrent pas, qui ne font pas le plan, parce qu'ils n'étaient pas dans l'équipe qui a contribué. Donc, c'est la question de la confiance, avoir un contrat clair que même si tu n'as pas participé à la session, mais on est dans le même bateau et on contribue tous. Donc, c'est la confiance dans l'équipe. Ok, donc que ça perdure et que ça reste avec l'équipe, même s'il y a des changements par la suite. On peut challenger, mais pas saboter. Ouais, ok. Ok, parfait. J'avais une troisième. Ne pas communiquer autour des objectifs qu'on a définis, voire même les cacher, parce qu'on dit toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est important pour avoir un maximum d'adhésion qui soit le plus visible possible. Ouais. Très bien. Ouais, parfait. Et c'est une très bonne remarque parce que parfois certaines personnes veulent cacher leur key result de peur à se faire taper dessus s'ils ne les atteignent pas. C'est aussi pourquoi que c'est bien de préciser pourquoi on met des key results ambitieux, parce que c'est une mesure de progrès. Et parce que même si effectivement on va se focaliser sur là où on veut arriver, il faut aussi mettre le focus sur de là où on vient pour pouvoir souligner justement le progrès qui a été fait par rapport à ça. Une dernière remarque peut-être avant d'arriver à la clôture? Peut-être donner une priorité aux différents objectifs. Parce que de temps en temps, les imprévus arrivent, ça fait partie de la vie. Et on n'a peut-être plus le temps ou les ressources ou l'énergie de tous les atteindre. Donc sur quoi doit-on peut-être se focaliser pour donner une priorité à... Voilà, on a au moins atteint cette OKR-là parce que c'était la top priorité de tout le département. Ouais. Ok, parfait. Effectivement, en combinant ça avec un nombre réduit d'objectifs, ça permet de garder le focus et de savoir ce sur quoi il faut vraiment se concentrer. Ah ben, je vous dirais merci beaucoup pour cette session et l'interaction. N'hésitez pas à scanner si vous voulez faire un petit rajout sur LinkedIn. Sur demande aussi, si vous me faites un petit message, je peux aussi vous envoyer les slides. J'ai vu que pas mal de gens ont pris des photos des différents slides. Je les partage avec plaisir. Je ne les ai juste pas, voilà, j'ai pas fait un code ou un truc où vous pouvez les télécharger. Mais directement, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message et je les partage. Et comme ça, vous savez utiliser ça pour vos OKR là où vous bossez. Ouais. Merci à vous.